Aujourd'hui, un nouvel emploi. Allô, Seb? Salut. Oui, ça va. Non, mais t'inquiète pour rien. Tout va bien. Ah bah non, si je viens plus, c'est juste parce que j'ai plus d'émission, hein, c'est pas un problème. Hein. J'ai tellement de choses à faire à la maison, si tu savais. Par contre, là, il va falloir que je te laisse parce que là, ça va bientôt être l'heure de mon boulot. Ah oui, j'ai retrouvé du taf. Ah bah, je vais pas rester non plus tout le temps à No Life, tu comprends, hein. Et il y avait tellement de gens qui me demandaient à côté, M6, Canal, tout ça, quoi. Voilà, en tout cas, c'est gentil de prendre des nouvelles. Je suis désolé, mais je suis vraiment obligé de raccrocher parce que c'est à horaire fixe, mon boulot. Voilà. Salut, Seb. Bah oui. Et bon courage, hein, pour la chaîne, hein. J'espère que ça va tenir. Allô, bonjour. Tu as demandé à parler avec le geek qui s'habille comme un ado. C'est moi, Davy. J'espère que tu vas bien. Cette communication te coûtera 90 centimes la minute. Mais reste avec moi, parce que si tu veux, je peux être Mario et me servir de ton tuyau, ou jouer avec ton anneau comme Sonic. Appuie sur la touche 1 si tu veux Mario. Appuie sur la touche 2 si tu veux Sonic. Appuie sur la touche 3 si tu veux que je m'habille comme Lara Croft. Mes geeks, mes geekettes, bienvenue dans ce nouveau 100%, hein, 100% dont les plus attentifs d'entre vous auront déjà deviné quel sera le thème. Mais par contre, Vous avez fini quand là en fait j'annonce la critique flash sur Spielberg. C'est la deuxième émission Ah non, ça c'est le mercredi. Je viens de dire qu'on était mercredi avec la critique flash de Spielberg, le Vue Subjective Mini, la Minute du Geek et le Tokyo Café. Mais non, pas du tout. Mais non, toi. Je reviens dans 2 heures. Non, juste après les news. Juste après les news Juste après les news. Salut tout le monde, c'est Suzuka OTGS 2009. 見ても簡単。なんと私、スクエアエニックスさんのブースに来ています。さあ、もうみんながね期待してるファイナルファンタジーだったりとかあると思うので、これから早速チェック。 Chez Square Enix, c'était l'affluence des visiteurs et la profusion de jeux. L'éditeur des Final Fantasy et des Dragon Quest fascine toujours autant les joueurs et sait comment faire pour donner envie. La preuve avec cette PS3 édition spéciale FF13 absolument sublime. Après de multiples épisodes sur Wii et DS, la série des Final Fantasy Crystal Chronicles sera de retour en novembre prochain au Japon. Ce nouvel épisode se nomme The Crystal Bearers. Pour ceux qui ont de la mémoire, le jeu a été présenté lors de l'E3 2005, soit il y a 4 ans maintenant, au moment des premières annonces concernant la Wii. Autant dire que les équipes de Kawazu Akitoshi, créateurs de la série de spin-off Crystal Chronicles, ont eu le temps de peaufiner leur jeu. Visuellement magnifique, The Crystal Bearers est un action RPG très classique dans son fonctionnement, même s'il rompt avec la tradition de ses prédécesseurs. On abandonne en effet le côté multijoueur pour se plonger cette fois dans une aventure presque exclusivement jouable en solo. Pour ce qui est de l'histoire, le jeu compte les péripéties de Layl, un jeune garçon dont les pouvoirs proviennent d'un cristal magique qu'il a en sa possession. Celui-ci lui permet d'aimanter puis de jeter des objets ou même des ennemis. Si les Crystal Chronicles ne possèdent pas la même cote d'amour que la série mère, The Crystal Bearers s'annonce comme l'une des sorties majeures de la fin d'année sur Wii. Toujours sur console Nintendo, Ikari no Yon Senshi Final Fantasy Gaiden propose de renouveler l'expérience d'un RPG old school, mais sur DS cette fois-ci. Le soft n'est pas développé par Square Enix, mais par Matrix Software, à qui l'on doit les 2 Alundra, ou encore les remakes de FF3 et FF4 sur DS. Comme le nom de ce RPG l'indique, le joueur contrôlera les 4 chevaliers de la lumière qui devront délivrer la princesse Kalino qui a été enlevée par une sorcière.
Si le système de combat reste classique avec du tour par tour, on pourra noter la disparition des points de magie au profit d'un système de charge. Développé en collaboration avec Bandai Namco, Fullmetal Alchemist Daughter of the Dusk était particulièrement mise en valeur avec notamment une exposition des layouts et des cellos qui ont servi pour les séquences animées du jeu. L'un des autres titres présentés sur le salon était Kingdom Hearts Birth by Sleep sur PSP, le troisième volet des spin-offs de Kingdom Hearts. Développé par la même équipe que Chain of Memories, le jeu utilise le moteur de Final Fantasy Crisis Core et propose un gameplay légèrement différent, toujours dans le registre de l'action RPG. A noter qu'un mode multijoueur sera disponible. L'histoire se déroule 10 ans avant le premier Kingdom Hearts et sera séparée en 3 scénarios qui suivent chacun leur propre protagoniste. ドラゴンクエスト9の特徴としましてすれ違い通信、人とデータを交換したりもらったりっていう機能があるんですけれども、なんとここ TGS2009 ではですね、スペシャルゲストキャラクターの発散だったりとか時間によってそれをもらうことができるんですね。そのためにもみんなね準備してダウンロードしようとしています。これここじゃないともらえないですからね。 Très critiqué en Occident après la sortie de la fameuse démo fournie avec le Blu-ray du film FF7 Advent Children, Final Fantasy XIII a su relever la tête au Japon. En termes de popularité, FF13 fut d'ailleurs l'un des plus gros succès de ce TGS. Le public a dû patienter plusieurs heures avant de pouvoir atteindre l'une des 30 bornes dédiées au jeu. On le savait déjà, Square aime bien révéler progressivement les détails du gameplay de ses FF. FF13 ne fait bien sûr pas exception à la règle. Des nouveautés importantes étaient ainsi présentées lors du TGS, à commencer par le système d'Optima. En gros, le joueur ne contrôle que l'un des personnages qui entre en jeu lors des combats. Cela vous permet de vous concentrer sur les combos à réaliser et les invocations avec l'un des protagonistes principaux. C'est l'IA qui s'occupe en effet des héros restants. Bien sûr, on déterminera tout de même le rôle de chacun, soigneur, défenseur, attaquant, etc. Il est d'ailleurs possible de changer tout cela en plein combat via une simple pression sur le bouton L1. On pouvait remarquer que tout a été fait pour que chaque catégorie de joueurs puisse y trouver son compte. Par exemple, de nombreux paramètres peuvent être automatisés, comme le rôle des personnages ou les invocations à lancer. Autre remarque, le scénario, l'un des éléments clés de tout bon RPG, et des Final Fantasy en particulier, semble avoir été très travaillé. On aura donc droit à de nombreux rebondissements censés bloquer les joueurs devant leur écran, ainsi qu'à des histoires d'amour bien mielleuses. Pour conclure, sachez que les graphismes ont achevé de convaincre les nombreux joueurs s'étant essayés au jeu lors du salon. Les cinématiques, tout autant que les phases de gameplay, ont impressionné. Certains ont même qualifié FF13 de plus beau jeu conçu jusqu'ici sur PS3. On pourrait rajouter avec Uncharted 2 tout de même. Sortie calée au 17 décembre au Japon. Pour l'Occident, il faudra visiblement patienter encore un peu pour en savoir plus. Mais ce n'est pas tout, d'autres jeux étaient bien sûr présentés sur le stand. Avec Front Mission Evolved, Square Enix a décidé de donner à sa série de Tactical Front Mission un nouveau souffle en changeant complètement la nature du jeu. Pour ce faire, le développement a été confié à Double Helix, responsable de Silent Hill Homecoming et de G.I. Joe, le réveil du Cobra. Bon, ok, ça fait peur dit comme ça. Le but est de donner une orientation action à ce nouvel épisode. Fini les combats stratégiques, voici donc l'avènement d'un jeu de tir à la troisième personne relativement bourrin. Action RPG bourrin calibré pour le marché occidental, Nier ne se déclinera pas en un mais en 2 jeux. Nier Replicant sur la PS3 et Nier Gestalt sur 360. Dans Replicant, le héros Nier se présentera comme un jeune homme aux cheveux blancs, partant sauver Yona, sa petite sœur touchée par le virus Black Scroll. Le jeu a récemment fait beaucoup de bruit pour une raison un peu particulière. Un des partenaires de Nier, Grimoire Weiss, est un hermaphrodite. La version Xbox, quant à elle, se nomme Nier Gestalt. Cette fois-ci, le héros semble beaucoup plus âgé, et Yona n'est plus sa sœur mais sa fille. Le jeu promet déjà son lot de passages sanguinolents. On sait que Nier pourra s'équiper de diverses armes aux capacités différentes, mais aussi utiliser la magie. Bien que Nier soit prévu pour le marché français, aucune date n'a été annoncée pour le moment.
Dragon Quest VI Realms of Reverie, dernier volet de la trilogie zénitienne, aura droit lui aussi à son remake sur DS. À la manière de Dragway 4 et 5, c'est le studio Arte Piazza qui s'en chargera, utilisant toujours le même moteur 3D. Sorti sur Super Famicom en 1995, il n'avait pas encore connu de remake à ce jour. Premier Dragon Quest développé par le studio Heartbeat, il signait l'arrivée des compétences dans le système de combat, qui ont ensuite été rajoutées dans les remakes des autres, mais aussi le retour du système de classe de Dragon Quest III, ainsi que la possibilité d'obtenir des classes hybrides. Seulement présenté en vidéo sur le salon, Final Fantasy XIV est le prochain MMO de la célèbre saga. On y retrouvera différentes races dans un univers mêlant science-fiction et heroic fantasy. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une suite de FF11, l'éditeur souhaite donner la possibilité aux joueurs de conserver le même pseudo. La grosse surprise viendra sans doute de la disparition des points d'expérience et des niveaux, qui seront remplacés par un système de job et de craft très poussé. Prévu sur PS3 et PC, Final Fantasy XIV devrait sortir en plusieurs langues, japonais, anglais, français et allemand. Aujourd'hui, quasiment tout le monde est familier avec les prises USB. Ce standard de communication informatique apparu à la fin des années 90 a révolutionné la connectique avec succès. Différentes versions toujours plus rapides ont vu le jour depuis. Mais alors que l'USB 3.0 se prépare pour 2010, Intel et Apple ont annoncé il y a quelques jours un tout nouveau standard très intéressant. Son nom de code Lightpeak, le pic de lumière, est tout à fait approprié puisqu'il s'agit d'une liaison par fibre optique. On utilise donc la lumière plutôt que l'électricité et forcément ça va plus vite. Sa vitesse de transmission, 10 gigabits par seconde dans un premier temps et 100 gigabits par seconde par la suite. On espère voir son arrivée sur le marché en 2010. C'est quand même vachement mieux que les vrais animaux, hein. Ça sent beaucoup moins mauvais, et puis t'es pas obligé d'aller sortir. Bref, et puis ramasser après les petits sachets, ça c'est dégueulasse. De bien belles news, hein, en effet, on ne se lasse pas de le dire. Et d'ailleurs, en parlant de news, ça me fait penser que je vous avais promis de vous donner des news, justement, de mes petits animaux virtuels. Oh ben si vous les voyez, oh là là, ils ont bien grandi quand même maintenant. En quelques semaines, ils sont devenus quasiment adultes. Et en adultes bien avisés, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, je vais vous le donner 1000. Ils regardent les critiques flash pour savoir quel jeu acheter. Et peut-être qu'ils vont acheter Spyborgs. C'est pas sûr. Ils n'aiment pas trop les beat'em all quand même. Mais c'est une exclusivité sur Wii. Merci Thierry qui m'a tout dit. Sorti fin septembre en exclusivité sur Wii, Spyborgs est un jeu estampillé Capcom. Mais comme Bionic Commando ou encore MotoGP, le jeu n'a pas été développé par les équipes japonaises de Capcom, mais par un studio de développement étranger. Ici, il s'agit du studio américain Bionic Games, fondé par d'anciens membres d'Insomniac Games, les créateurs de Ratchet & Clank et High Impact Games. Spyborgs est leur premier jeu. Beat'em all ou look comics, à mi-chemin entre G.I. Joe et Transformers, ce titre se distingue en proposant un univers original pour lequel un comic book et de petits web épisodes 3D ont été développés, des graphismes de très bonne facture pour la petite Wii, et un mode coop, le mode campagne de Spyborgs ayant été designé pour être joué à deux. 3 personnages différents sont proposés, répondant aux poncifs du genre. Un grand blond baraqué avec un bras mécanique, entre le Jack de Tekken et Rad Spencer de Bionic Commando, un gros mecha colérique et une svelte Kunoichi. A noter qu'il sera possible de changer de personnage entre chaque niveau, histoire de varier un peu les plaisirs. Toujours entre les niveaux, vous pourrez utiliser les points engrangés pour améliorer certaines des caractéristiques des personnages, comme les dommages causés et ainsi de suite. Spyborgs se joue via le combo Wiimote Nunchuk. La Wiimote pointée vers l'écran permettra de révéler à l'aide d'un petit mouvement des bonus cachés. Globalement, les 2 joueurs avanceront pour tout détruire. Éléments de décor, caisses bonus et ennemis confondus, en veillant à ne pas se faire toucher pour multiplier les combos. Plutôt basique dans son gameplay, Spyborgs ennuie malheureusement assez vite, malgré la présence de super moves réalisables à 2 qui nécessitent de la part de chaque joueur l'exécution de mouvements précis à la Wiimote et au Nunchuk. 35 stages sont proposés en tout. Ces derniers s'avèrent plutôt variés et visuellement on ne peut qu'apprécier le travail fourni par Bionic Games sur son tout premier jeu. Tout semble avoir été fait pour séduire un large public, à commencer par une grande variété de niveaux de difficulté permettant à chaque joueur d'y trouver son compte. Si vous souhaitez bourriner sans trop réfléchir aux parades et autres combos, c'est ainsi possible, si l'on en croit le menu de sélection. Dans les faits, le système de combo est plutôt mal expliqué et il faudra apprendre à le maîtriser en tâtonnant ou en se baladant dans les menus. Pas sûr que le casual gamer fasse cet effort. D'autant plus que certains niveaux ne peuvent se passer sans parer un minimum les coups, même dans le mode de difficulté No Parade for Me. Quant aux amateurs de beat'em all, ils n'y trouveront malheureusement pas leur compte, faute de variété dans les coups et les ennemis proposés.
Et puis tout est trop simple et répétitif. En 15 minutes de jeu, une certaine routine s'est déjà installée et on se surprendra à évoquer avec son ou sa partenaire ses souvenirs de coop de Resident Evil 5. Un petit jeu donc qui tient avant tout sur son mode coop et ses jolis graphismes comics. On conseillera aux amateurs de beat'em all d'attendre une autre exclusivité Wii, le sublime Murasama The Demon Blade de VanillaWare. Quant aux amateurs de coop, eh bien il y a un certain New Super Mario Bros. Wii qui sort le 20 novembre prochain. Ils sont beaux quand même. Hein. Il y a Watachi, il y a Uyochi, il y a Potochi. Ils forment une famille unie à 60% quand même. Hein. C'est de bien beaux petits Tamagotchi adultes. Ça m'embête d'ailleurs parce que c'est vrai que quand ils deviennent adultes, les Tamagotchi, parfois ils leur poussent une auréole, puis ils s'en vont sur leur planète. Moi je serais bien malheureux s'ils repartaient sur leur planète en me laissant tout seul. J'ai bien une idée, mais il faudrait que je trouve quelqu'un qui aurait aussi un petit animal virtuel. Monsieur, je peux vous poser une question ? Cette semaine, Vue Subjective Mini fait la part belle au cinéma HK avec un grand classique signé Yuen Woo-ping ainsi que 2 Jackie Chan de la grande époque. Mais un invité japonais, rare et inattendu, fait également sa première apparition dans Vue Subjective. Son nom, Gamera. Ah, et puis pour les amateurs de nanar plus que potentiels, un petit trailer surprise ramené du Japon conclura cette émission. Cette semaine, un zoom sur une des bonnes initiatives de la rentrée, la sortie chez WE Prod de films de la seconde grande figure du kaiju, Gamera. Créé par la Day dans les années 60, dans le but de concurrencer Godzilla, la Tortue Volante n'avait pas encore eu la chance de voir les DVD de ses films édités en France. Ce coffret, intitulé Gamera Trilogy, rassemble donc les 3 films de la période années 90, Gamera, Gardien de l'Univers, L'Attaque de Légion et La Revanche d'Iris. Tous sont proposés en français et en version originale. Cette période met en scène les combats de Gamera, monstre protecteur de la planète, créé par les Atlantes afin d'affronter les Giaos. Ces créatures volantes, censées traiter la pollution, sont rapidement devenues incontrôlables et ont ainsi mis fin à la grande civilisation d'Atlantis. Un scénario donc dans la plus pure tradition du kaiju, avec des expéditions scientifiques, ces armées impuissantes, des civilisations oubliées, tout ça au service d'histoires tirées par les cheveux comme on les aime. Bien que cela puisse paraître étrange pour le public occidental, les studios n'hésitent pas à faire appel à un casting de premier ordre pour un kaiju. Au scénario, on retrouve ainsi Ito Kazunori, scénariste de longs métrages et séries d'animation prestigieuses, des films de Hoshii Mamoru ou encore de la saga Dotak. Le réalisateur Kaneko Shusuke a commencé sa carrière avec des romans porno de la Nikkatsu, avant d'enchaîner avec des films plus classiques, des Gamera, un Godzilla et plus récemment les 2 catastrophiques adaptations live de Death Note. Quant aux effets spéciaux, un poste clé sur ce genre de film, ils ont été confiés à Higuchi Shinji, un des fondateurs de la Gainax, à qui l'on doit le storyboard de Gunbuster par exemple. Pour finir, un petit truc qui fera sourire les fans de nanar, la jeune actrice principale, Fujitani Ayako, est la fille de Steven Seagal. Cette trilogie est une bonne occasion de découvrir l'autre grand monstre japonais. Les fans de kaiju, quant à eux, devront plutôt attendre la sortie fin octobre du coffret de l'intégrale Gamera, comprenant pas moins de 12 films au rapport qualité-prix très compétitif. Dragons Forever marque la 3e collaboration du trio Jackie, Samo, Yuan Biao, après Wilson Mills, alias Soif de Justice, et Project A, alias Le Marin des Mers de Chine. Après 2 chefs-d'œuvre, on pouvait s'attendre à ce que la formule commence à s'essouffler. Et pourtant, malgré quelques scènes un peu forcées, et le petit côté bis repetita de certaines séquences de combat, il faut admettre que la dynamique du trio fonctionne toujours aussi bien. Souvent très con,
Franchement machiste, on reconnaît bien la patte de Sammo Hung devant mais aussi derrière la caméra. Dans ce film, il incarne un trafiquant d'armes, Jackie un avocat coureur de jupons et Biao un filou parano totalement allumé. On retrouve bien sûr la brochette de second couteau charismatique habituel, et on notera les retours de Yuenhua, toujours aussi cartoon, ainsi que du kickboxer Benny Urquidez en tant que boss final. Efficace sans conteste. On conclura donc ce Vue Subjective Mini avec une BA surprise ramenée par Alex du Japon. Présent sur le DVD promo de Capcom sur le TGS, ce trailer met en scène des personnages que vous êtes susceptibles de connaître. Mais je n'en dirai pas plus, sinon, rendez-vous dans 15 jours. Will not stop me. Street Fighter, The Legend of Chun-Li. Donc tu vois là c'est la touche A, alors hop avec la touche A tu fais défiler, là tu te mets sur, voilà parfait c'est la dernière petite icône, puis après bouton B, hop, encore un coup, et encore un coup, non c'est parce que vas-y, hop ça c'est bouton B maintenant, voilà, hop encore un coup, non, oh là là pas tout de suite, bouton B, voilà, et là hop, ah, ça a encore sauté. J'arrive. Et là, hop, on se met face à face, parce qu'il y a de l'infrarouge en plus là-dedans. Et ils font du bowling. Et c'est moi qui ai gagné. Et j'ai gagné 30 gochi. Je vais pouvoir acheter des cadeaux et de la nourriture avec. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Ce fichier annule et remplace un fichier précédent. Ceux qui suivent la chaîne depuis ses débuts se souviennent peut-être que j'avais déjà consacré une minute du geek au premier first-person shooter. J'avais alors attribué à Wolfenstein 3D le titre de premier jeu de tir en vue subjective. Eh bien j'avais tort, et l'heure est venue de rectifier le tir. Avant même Wolfenstein 3D, les développeurs légendaires d'ID Software, parmi lesquels les frères John et Adrian Carmack, John Romero ou encore Tom Hall, avaient conçu un jeu de tir à la première personne baptisé Catacomb 3D. Se déroulant dans un univers de fantasy, on y incarne un magicien descendant dans un sinistre donjon pour éliminer une liche maléfique nommée Grelminar. Le moteur développé par Catacomb 3D, inspiré des démos techniques d'Ultima Underworld, sera amélioré et réutilisé dans Wolfenstein 3D. Mais pour être vraiment précis, il faut remonter aux années 70 pour voir le premier FPS. Il s'agit de Maze War. Maze War a commencé son existence en 1972 sur les stations de travail du centre de recherche NASA Ames, en Californie. Un stagiaire, Steve Colley, avait réalisé un programme nommé Maze qui permettait à deux utilisateurs reliés en réseau de se promener dans un labyrinthe représenté en 3D fil de fer. Sur une suggestion de deux autres stagiaires, Greg Thompson et Howard Palmer, Colley ajouta très vite la possibilité de pouvoir tirer sur l'autre utilisateur. Le first-person shooter était né. Lorsque Greg Thompson entra au MIT en 1974, il fit découvrir Maze War aux autres étudiants, qui l'améliorèrent pour permettre à 8 joueurs simultanément de s'entretuer. En 1977, un terminal fut mis en place pour héberger des parties entre des joueurs dispersés partout aux États-Unis via le réseau ARPANET, l'ancêtre d'Internet qui relie entre elles les grandes universités américaines. Et ce fut également le début du jeu en ligne.
Oui, je suis un petit peu désolé quand même. C'est vrai que sur le plateau précédent, j'étais un petit peu occupé. Mais c'est parce qu'en fait, c'est ça le moyen que j'ai trouvé pour les garder. C'est que grâce à ce magnifique petit système infrarouge intégré à leur magnifique petite maison à cheminée, ben, avec des amis qu'ils rencontrent, hop, ils jouent ensemble, ils font connaissance, et qu'une fois qu'ils sont bien copains ensemble, eh ben, ils feront aucune difficulté pour se marier. Et comme ça, hop, ils feront des œufs. Et ça continuera le grand cycle de la vie, c'est pas merveilleux ça? Ah, ça me donne envie de regarder le Tokyo Café de Mademoiselle Suzuka. Ça c'est de la transition pourrie, hein, quand même. Tokyo Café, Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。私今東京ゲームショーズーメルヌフなんですけれども、ザ・ベヘモスさんのブースに来ています。ザ・ベヘモスさんね、海外から東京ゲームショーいらっしゃってるんですよ。他にじゃあどんなゲーム会社さん海外から東京ゲームショーに来ているのか、みんなに早速紹介したいと思います。今早速ベホマスさんのゲームをチェックしたいと思います。 Xbox ライブでね、最近すごく人気がありますけれども、日本人の反応はどうなんでしょうか。ペルソナージュがすごく可愛いの、すでによ。これはやっぱほら多人数で遊べるんで、お家でパーティーする時とかにはすごくいいと思う。可愛いし、英語で頑張ります。 I try English. Nice to meet you. Nice to meet you. What's this game? This is our new game, which doesn't have a name yet, but it's a lot of fun. What is a Behemoth? The Behemoth is the best video game company in the world. We make the funnest games anywhere. Our games are the best. Where do you come from? We come from San Diego, California, and we work very hard. No life or she work very hard. 発見、超発見。簡単。葉っぱマークはカナダです。カナダ人はあれじゃないですか、フランス語通じるんじゃないですかね。どんなゲームが出てるんでしょう。カナダから。なんか後ろインタビューしてた。何これ。何？そうか。なるほどね。ちょっと面白い。止まっちゃった。止まっちゃった。変なところで。壊せるんだ。これ歩くとどうなるの？蹴るの？蹴ればいいの？これはカメラで、センシングしてるインタラクティブな、ディスプレイです。綺麗ですね。子供はたまらない。子供はたまらない。ほら有名なゲームモダンウェーブフェア2ですけれども、これね日本では有名なのかしら。どうなんだろう。なんか雪が降ってきた。雪が降ってきた。私はですね、ユビソフトさんのブースに行こうとしています。アササンクリード2、超人気タイトルですけれども、日本でもね人気あるんでしょうかね。どうかな。またほら女の子たちがいるともうフラッシュピカピカですから。ユビさん、他に出ているのはレッドスティール2、ラパンクカタンですよ。ラビッツパーティー、ラビッツゴーホームっていうのね、日本語だとね。ラパンクカタンはみんな人気かな。おっと人が少ない。あれお面もらおうかな。私可愛いかしら。ユビソフトさん、海外から来ているブースさんの中ではやっぱ一番大きくて一番洗練された感じのブースになっております。結構好きですよ。広いよやっぱ。あなた、はい、じゃあちょっと見に行きましょうか。これちょっとラパン外しますよ、暑いから。皆さん体験しようと並んでらっしゃいます。ジェームズ・カメロン監督ってことでかなり期待できるんじゃないかと。本日終了も並んで遊んでも T シャツはもうもらえますよ。こういう遊ぶと T シャツもらえてたみたいよ。スプリンターセルコンビクションということでシリーズの最新作がここで体験できます、ね、スプリンターセルのサムといえばもうスネークの永遠のライバルですけれども、
友と書いてライバルみたいなね。どっちの男がいい男か。おじさん嫌い。指合いの方にお話を伺いたいと思います。自己紹介お願いします。はい、指合いソフトの PR 担当しております福井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の指さんのブースの傾向はどのように？そうですね、やはりアサシンクリードとアバター、スプリンターセルコンビクション、この3本の柱をやはり軸にして今年の一押しのタイトルを皆さんに提供するという形ですね。はい、お客さんの反応はどうですか？いや、とってもいいと思います。特にやっぱりアサシンクリード2とアバターの 3D、 これは日本の皆さんにすごく楽しんでもらってると思います。じゃラビットはラビットはWii なのでお子様、子供のお客様にはすごく喜んでもらってます。はい。ということでみんなどうですか？指さんの魅力伝わったでしょうか？外国のゲーム皆さんに紹介してみましたがいかがだったでしょうか？東京ゲームショウいろんなね海外からゲーム来てるんですね。ということで来週も続くのでふぶね来週。Non, parce que, ouais, je suis d'accord avec toi, il y a aussi une entremetteuse, tu l'appelles, elle vient, mais ça c'est quand t'as pas de petits camarades. Et c'est quand même moins bien, parce que moi je préfère qu'ils aient déjà une petite relation, qu'ils se marient pas avec des inconnus, qu'ils connaissent déjà la personne et qu'ils aient des liens, en fait. C'est pour ça que je voulais te demander, ça te dérange pas qu'on se marie? Benoît, mais pourquoi ne me le dis-tu que seulement maintenant? Depuis le temps que je voulais que tu me le disais, que je n'osais pas le dire. Les Tamagotchi, hein? Ah, oh. Ouais, ok.